Bienvenue dans la vidéo de la troisième partie de la technique d'investigation. Dans cette troisième partie, nous allons aborder les deux dernières étapes de la technique d'investigation la plus efficace que j'ai pu mettre en place chez mes clients, la technique Sherlock. La quatrième étape, c'est une étape assez critique d'un point de vue qualité, mais aussi une étape qui ne s'applique pas à toutes les déviations, car tout dépend de la détectabilité de votre déviation. Il s'agit de l'identification et du traitement des impacts étendus. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un impact étendu ? Eh bien, c'est un impact dont on prend conscience qu'une fois que l'on a les causes racines identifiées, ou tout au moins les causes avérées. Ce sont les impacts supplémentaires sur d'autres lots, d'autres produits, que l'on ne pouvait pas identifier sur la base uniquement du constat ou des causes primaires. Et c'est critique car on parle de lots potentiellement déjà sur le marché. La première règle, c'est qu'un impact étendu se fait sur la base au minimum des causes avérées ou probables. En reprenant chacune des causes avérées ou probables, vous allez pouvoir en une phrase définir exactement ce que vous cherchez en termes d'impact étendu. Prenons un exemple. Suite à une contamination croisée, mon client a détecté plusieurs causes avérées lors de l'investigation. 1. L'enchaînement de 2 lots produits avec le même format de tube. 2. L'habilitation de l'opérateur présent lors du vide de ligne qui n'a pas fonctionné était obsolète. Et 3. Nous étions en période de fort congé. Et le manque d'anticipation a fait que la double vérification du vide de ligne a été faite par un conducteur de ligne non habitué à la machine. Notre phrase, nous recherchons l'ensemble des lots pour lesquels le lot précédent était au même format, l'habilitation de l'opérateur qui a réalisé le vide de ligne était obsolète et le conducteur de ligne habituel n'était pas disponible. Il ne reste plus qu'à récupérer les données et les preuves pour éliminer les lots non impactés. Dans ce cas, nous avons pu désimpacter 90% des lots produits dans les mois précédents. Une fois les lots identifiés, alors il s'agira soit de rédiger un argumentaire, soit de mener des actions, comme expliqué dans l'étape 2 de la technique, à savoir la gestion des impacts sur les lots. Enfin, nous arrivons à la dernière étape, la cinquième, celle qui va permettre réellement de supprimer la récurrence, la définition des CAPA. Et la première chose, c'est déjà de décider si oui ou non on fait une CAPA. Trop souvent, cette décision est prise de manière arbitraire, sans réel rationnel derrière. Et puis soyons honnêtes, il n'est pas non plus possible de mettre en place une CAPA pour chaque déviation. Ça n'est pas possible d'un point de vue de la charge capacité du site, et à part engorger davantage le système CAPA, définir une CAPA pour chaque déviation n'est pas raisonnable. Il vaut mieux moins de CAPA, mais les bonnes et réalisées jusqu'au bout. Je vous propose donc de rationaliser la décision d'ouvrir ou non une CAPA en vous appuyant sur les 3 facteurs qui caractérisent l'événement. La détectabilité, l'occurrence et la sévérité. On peut accepter de vivre avec une déviation qui n'a que très peu de gravité, une bonne détectabilité et une occurrence très faible par exemple. Je vous mets un lien dans la description pour télécharger la grille de référence que j'utilise habituellement. Et maintenant que l'on a rationalisé la décision d'ouvrir ou non une CAPA, encore faut-il en mettre des pertinentes. Je vous donne le top 3 du nombre de CAPA que je retrouve systématiquement sur les sites. 1. La sensibilisation du personnel. 2. Modifier un document. Et 3. Étudier le problème pour trouver une solution. Les 2 premières sont malheureusement très répandues et pourtant n'ont jamais démontré la moindre efficacité pour éliminer une récurrence. Et la 3e, quant à elle, démontre clairement que l'on n'a pas trouvé les causes racines du problème. Pour évaluer la pertinence d'une CAPA chez mes clients, j'utilise la matrice suivante. D'un côté, est-ce que l'effort pour réaliser l'action est faible, moyen ou important ? De l'autre, le type de CAPA. Sensibilisation, documentation, formation, modification non contraignante accompagnée ou pas, et modification contraignante. Pourquoi je laisse la sensibilisation et la documentation à votre avis ? Tout simplement car par expérience, il y a toujours des CAPA de ce type qui sont proposées. Et donc grâce à ce filtre, elles ressortent comme non pertinentes. Quelle est la différence entre une formation et une sensibilisation ? Un acte de formation est plus fort. Il se fait en salle, ou en tout cas pas en 5 minutes entre 2 machines comme une sensibilisation. Et il peut y avoir une évaluation. Qu'est-ce qu'une modification contraignante ? C'est un poka-yoke, un détrompeur, une modification de l'équipement ou de la méthode de travail qui fait que les personnes ne pourront plus faire autrement que selon le nouveau standard. A contrario, une modification non contraignante n'empêche pas l'erreur, mais elle améliore la situation quand même. Une modification non contraignante nécessite donc d'être accompagnée dans le temps, car elle implique
à un changement d'habitude des opérateurs. Forcément, l'action la plus pertinente, c'est l'anti-erreur, le Pokayoke, facile à mettre en place. Et l'action la moins pertinente, c'est la sensibilisation. Je vais vous mettre quelques exemples d'actions contraignantes ou non contraignantes dans les commentaires. Et répondez et proposez d'autres actions, celles que vous avez pu mettre en place sur votre site. Une fois que vous avez décidé l'action pertinente, il ne reste plus qu'à définir de manière claire et précise la CAPA. Vous pourriez la structurer en QQOQ-CCP pour être sûr de ne pas oublier une information. Voilà, c'est tout pour la technique d'investigation Sherlock. Prochainement, je vous proposerai d'autres études de cas sur les différentes étapes. Et je suis en train d'écrire un livre qui reprend l'ensemble de cette technique dans les détails avec des cas concrets de son application. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. La semaine prochaine, je vous propose une vidéo sur les astuces pour structurer le rapport d'investigation, afin de faciliter la compréhension pour tous, mais aussi de gagner en sérénité lors de la présentation des déviations en inspection. Ces astuces ont permis à mon dernier client, avec l'application de la technique Sherlock, d'avoir un retour positif sur la gestion des déviations lors d'une inspection FDA, leur expliquant même qu'il serait bien de déployer cette best practice sur les autres sites. Alors, si vous ne voulez pas rater les astuces pour bien rédiger un rapport, abonnez-vous tout de suite et vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Encore une fois, partagez, likez cette vidéo pour permettre la diffusion au plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le.